Nous allons commencer par étudier l'usage linguistique commun du thème de la vérité. L'adjectif, à savoir vrai, est d'un usage plus courant que le mot de vérité. Ainsi on dit ceci ou cela est vrai. Que désigne cet usage ? Il désigne tout d'abord l'exactitude de ce qui est pensé. Il est vrai qu'aujourd'hui il pleut, donc c'est la proposition qui désigne le fait de la pluie, qui est dite en fonction de ce fait, vrai ou fausse. Autrement dit, on énonce la correspondance entre le discours « aujourd'hui il pleut » et les choses, à savoir le temps. Deuxièmement, il peut sembler désigner la réalité d'une chose elle-même. Le vrai Dieu et non une idole, une vraie montre, et non un bracelet de pacotille. Mais dans ce cas, on désigne toujours le rapport entre le concept de la chose, Dieu, montre, etc., et ce que nous pensons que la chose doit être, ou encore ce qu'elle est. Autrement dit, lorsque nous disons « c'est une vraie montre », nous entendons par là que la chose correspond à la définition que nous avons d'une montre. Dans les deux cas, l'opposé, à savoir l'inexact, le faux, a autant une valeur théorique, cela est erroné, que péjorative ou illusoire. On approche là un sens qui est plutôt moral et qui se rapprochera de ce que nous appellerons plus tard le mensonge. Revenons donc pour l'instant à ces deux sens et retenons que l'usage courant de l'adjectif vrai est utilisé pour désigner un rapport, une relation de correspondance entre une pensée et un état des choses. Passons à présent au mot vérité. Le nom est d'un usage plus rare que l'adjectif. Je dis la vérité, c'est la vérité, etc. Le contexte de son emploi est plutôt moral et juridique. Pas dites la vérité, rien que la vérité, je le jure. Et il s'oppose directement au mensonge. Que désigne-t-il plus précisément ? Là encore, il semble que toute la vérité s'épuise dans un rapport entre un discours et un état des choses. À l'injonction « dis-moi la vérité », on ne répond pas par un propos abstrait sur ce que c'est que la vérité, mais par la narration d'événements. Par exemple, il faut raconter avec exactitude ce qui s'est passé ou encore ce qui s'est vraiment passé. Encore une fois, donc, il faut que le discours corresponde aux choses. Il semblerait donc que, tel qu'elle apparaît dans l'usage linguistique courant, la vérité ne soit pas une chose, ni un état des choses, mais un type de rapport entre le discours et les choses. Un rapport de correspondance exacte, d'adéquation, dira-t-on en philosophie. Par exemple, si je dis la vérité en affirmant « il pleut », c'est que de fait, et non simplement selon mon discours, il pleut. Que retenir de cette conception naïve ou intuitive de la vérité ? Nous pouvons tirer les considérations suivantes. La vérité s'inscrit dans les limites d'un discours. Ce qui est susceptible d'être dit vrai, c'est du discours, à savoir une phrase, un énoncé. Examinons les caractéristiques d'un énoncé susceptible d'être dit vrai. Première caractéristique, cet énoncé doit obéir aux règles du discours. Autrement dit, il doit par exemple être grammaticalement correct. Cette première caractéristique est importante car elle permet d'établir que le sens ou la signification est antérieure, c'est une des conditions de la thématique de la vérité. Autrement dit, un discours qui ne saurait véhiculer du sens, un discours absurde, ne pourrait être dit vrai ou faux, il n'entrerait pas dans le cadre de la problématique de la vérité. Pour le dire encore autrement, une phrase mal construite ne peut être susceptible d'être vraie ni même fausse. Elle n'est donc ni vraie ni fausse. C'est en cela qu'elle n'entre pas
dans la problématique de la vérité. Si nous nous souvenons de la première dimension que nous avons remarquée pour la problématique de la vérité, à savoir établir une relation entre un discours et des choses, dans le cas de la phrase mal construite ou de la phrase qui ne véhicule pas de sens, on ne connaît pas le type de relation que l'on veut établir entre les termes de la phrase, et par là, on est incapable d'assigner le rapport qu'il pourrait y avoir entre la phrase elle-même et les choses. Voilà donc la première caractéristique. Retenons-en qu'une phrase, pour pouvoir être dite vraie ou fausse, doit avoir du sens. Deuxième caractéristique, l'énoncé qui a du sens doit dire quelque chose d'autre chose. Par exemple, du ciel qu'il est bleu. Ainsi, si je dis simplement le ciel ou la table, ce n'est ni vrai ni faux. À partir de ce moment-là, on aperçoit tout d'abord que la phrase susceptible d'être dite vraie ou fausse, outre véhiculer du sens, doit avoir un certain type de construction que grammaticalement on peut définir comme étant un sujet, un verbe et un adjectif. Ce que logiquement nous appellerons plus tard un sujet, une copule, c'est-à-dire le verbe qui établit la relation, et un prédicat, ce que grammatiquement on appelle l'adjectif. Que tirer de cette deuxième caractéristique ? Eh bien, par exemple, que les discours qui véhiculent du sens, mais qui ne font pas référence réellement aux choses, comme la poésie ou la fiction, ne sont ni vrais ni faux. Autrement dit, des discours peuvent être grammaticalement bien construits, donc avoir du sens, voire même avoir un sens très fort, comme la poésie, sans pour autant revendiquer un rapport aux choses, et dès lors, ils ne sont pas vrais ou faux. Ils ne sont donc ni vrais ni faux. Troisième caractéristique, l'énoncé qui a du sens et qui vise en quelque sorte les choses doit être une phrase affirmative. Comment pouvons-nous remarquer cela ? Eh bien, c'est qu'une question, par exemple, le ciel est-il bleu, pour toujours garder le même exemple, n'est ni vraie ni fausse. On retrouve le même problème avec les hypothèses et également avec les phrases disjonctives, ceci ou cela. Nous pouvons déduire de là que l'énoncé doit avoir du sens, qu'il doit être bien construit, qu'il doit viser les choses, mais en plus que ce que nous avons précédemment appelé dire quelque chose d'autre chose doit se faire sous la modalité de l'affirmation. Nous pouvons à présent en venir à un dernier aspect, mais qui n'appartient plus particulièrement au discours, qui est celui plutôt de ces règles formelles, et plus précisément des règles formelles qui permettent de savoir si un énoncé bien construit, mais conçu dans toute son abstraction, peut être dit vrai ou faux. Les règles formelles du discours, en tant qu'elles ne sont pas de l'ordre de la grammaire, dépendent de la logique. Donc le dernier critère que nous allons retenir, c'est qu'un énoncé, pour être dit vrai ou faux, doit être conforme à la logique. Qu'est-ce donc que la logique ? Tout d'abord, il est imprudent de parler de la logique, car il y a plusieurs sortes de logique. On ne veut pas désigner par là différentes formes de rationalité, mais plutôt plusieurs strates ou plusieurs
potentialité de ces règles qui appartiennent à la logique. Le premier niveau est ce que l'on appelle la logique des prédicats. La logique des prédicats, c'est l'ensemble des règles qui permettent de vérifier que la façon dont un prédicat, grammaticalement un adjectif, est rapporté par le biais d'une copule à un sujet est correcte. Ainsi, la formalisation classique est A ou B, P implique Q, etc. Cette logique, donc, examine les conditions dans lesquelles un certain nombre d'opérateurs, l'implication par exemple, met en relation deux termes. Il faudra donc que le discours obéisse à ce premier niveau de logique, la logique des prédicats. Mais ce niveau est limité dans la mesure où, par exemple, il ne rend pas compte des existentiels. Ainsi, la proposition « le roi de France est chauve » est, en logique des prédicats, correcte, alors même qu'il n'existe pas de roi de France. On va donc s'élever à un niveau supérieur de logique, ou à une logique plus forte, pour pouvoir rendre compte des existentiels. Donc pour que la proposition « le roi de France est chauve » soit vraie, il faudra tout d'abord avoir reconnu qu'il existe un roi de France. Et une fois que nous nous sommes assurés qu'il existe, il faudra savoir si la façon dont nous affirmons qu'il est chauve est correcte ou pas. Il s'agit là donc de la logique des propositions, qui est donc le second niveau de logique auquel doit correspondre un énoncé pour être dit vrai. Le troisième et dernier niveau de la logique est la logique des modalités. Celle-ci tente de rendre compte de verbes modaux, c'est-à-dire de verbes qui, comme par exemple ceux qui témoignent du devoir, il faut, je dois, etc., cherchent à rendre compte de certains types d'actions. C'est donc le troisième niveau de la logique. Tout discours doit donc, d'une part, avoir du sens, d'autre part, dire quelque chose d'autre chose, troisièmement, être affirmatif, et quatrièmement, obéir aux règles formelles du discours qu'est la logique. Une fois ces conditions admises, alors on peut entrer dans la problématique de la vérité telle que nous l'avions approchée dans le sens commun, dans l'usage de ce mot, c'est-à-dire dans un rapport aux objets. Car jusqu'à présent, il ne s'agissait que des caractéristiques du discours. En effet, la grammaire donne juste les règles de construction de la phrase. Elle ne nous dit pas si la phrase atteint en quelque sorte son objet. De même, la logique est dite depuis Kant logique formelle, dans la mesure où ce n'est pas une logique des objets, elle ne nous assure pas de la réalité de la relation avec les choses, mais elle nous assure simplement de la validité de l'inférence dans le discours que nous avons faite entre le sujet et le prédicat. Il faut donc à présent chercher à voir comment nous cherchons à établir le rapport entre le discours bien construit et les choses. Traditionnellement, la philosophie répartit les discours visant les choses en trois domaines. Celui du vrai, qui donc semble être l'objet de notre intérêt, celui du beau, à savoir la problématique de l'esthétique, et celui du bien, à savoir le domaine de la morale et celui du droit.
Examinons tout d'abord ces 3 domaines en ce qu'ils permettent de classer tous les objets sur lesquels peuvent porter notre discours. Nous avons vu tout à l'heure que la fiction, par exemple, ou la poésie, en tant qu'elle ne prétendait pas réellement se référer aux choses, c'est la différence entre le discours de fiction qu'est un roman et l'espèce de discours qu'est l'histoire. Donc en tant que l'un ne se réfère pas aux choses et l'autre s'y réfère. Quelle est alors la spécificité du discours poétique ? Eh bien, c'est d'être beau. Donc il semble que le domaine de la beauté, en ce qu'il ne vise pas directement tel ou tel type de réalité, ne puisse être dit vrai ou faux. Donc il semble plutôt que la question auquel il cherche à répondre lorsque le philosophe l'interroge est « est-ce beau ou n'est-ce pas beau ?» et que la question « est-ce vrai ou n'est-ce pas vrai ?» ne soit pas pertinente. Si on demande à un poète « est-ce vrai ou n'est-ce pas vrai ?» il pourra à ce moment-là tout à fait répondre « ce n'est pas mon problème est « est-ce beau ou n'est-ce pas beau ?» Par ailleurs, pour rester dans le domaine de l'art, la problématique de la représentation des choses dans la peinture illustre tout à fait cette question. Il est particulièrement intéressant que dans l'art contemporain, on ne demande pas au tableau de représenter des choses, mais simplement de présenter un aspect esthétique de la réalité qui cependant ne s'y réfère pas directement. C'est ce que l'on appelle l'art abstrait. Et si on l'appelle abstrait, c'est justement à cause de ce décalage avec les choses. Donc il semble que le domaine de l'esthétique, le domaine du beau, ne soit pas directement lié à la problématique de la vérité. Qu'en est-il du domaine du bien ? Le domaine du bien se répartit essentiellement en 2 sites, la moralité et le droit. Ces 2 sites, moralité et droit, doivent être attentivement distingués. La moralité, c'est le domaine de l'intention. C'est ce que j'ai voulu faire. Le droit, en revanche, est le domaine de l'action réalisée, quelle que soit l'intention à laquelle elle est obéie. Ainsi, et pour prendre un exemple trivial, si je brûle un feu rouge, quelle qu'ait été mon intention, je suis, au regard du droit, coupable et je dois payer une amende, etc. En revanche, au regard de la morale, je ne suis coupable que si j'ai voulu le brûler. Mais en même temps, il suffit d'avoir voulu le brûler pour être coupable. Donc, ces 2 domaines, encore que portant sur le bien, doivent être distincts, puisque le premier peut me déclarer coupable, j'ai voulu brûler le feu rouge, alors que le second ne me déclarera pas coupable, je ne l'ai pas brûlé, et réciproquement. Ces 2 domaines entretiennent-ils un rapport direct avec la vérité ? Nous avons vu que la vérité pouvait se présenter comme l'opposé du mensonge. Il semble donc bien que, même si l'établissement de la vérité n'est pas toujours un problème de moralité ou de droit, ne pas dire la vérité, c'est-à-dire mentir, soit un problème moral. Mais il apparaît également que ce problème, dire ou ne pas dire la vérité, soit subsumé, c'est-à-dire soit compris sous une autre problématique plus large,
qui est celle du bien et du mal. En ce sens, il est bien ou il est mal de dire ou ne pas dire la vérité. Dès lors, on ne peut pas considérer que dans le domaine éthique, dans le domaine du bien, la vérité soit en elle-même et intrinsèquement l'objet de ce domaine. Elle en est plutôt un des instruments, mais pas le concept constitutif du domaine. Qu'en est-il à présent de ce que l'on appelle le domaine de la vérité, le troisième domaine privilégié de l'exercice de la philosophie? Eh bien, d'après son appellation même, nous savons qu'il est en rapport direct avec la thématique de ce cours. Cependant, qu'appelle-t-on la vérité? Eh bien, il s'agit d'un problème théorique qui se circonscrit dans la question de la connaissance. La problématique de la vérité, traditionnellement, devient alors: comment puis-je produire des connaissances qui seront adéquates au réel? Nous retrouvons donc ainsi l'acception que nous avions appelée naïve de la vérité. Si, dans le site du beau, les objets privilégiés étaient en fait les sentiments de beauté éprouvés, si, dans le domaine de l'éthique, il s'agissait des règles du droit et des règles de la moralité, dans le domaine théorique, en ce qu'il s'intéresse principalement à la théorie de la connaissance, les objets privilégiés de l'attention philosophique vont être les connaissances. Mais connaissance est ici principalement à entendre en un sens fort, c'est-à-dire les connaissances telles que, par exemple, les établissent les savants. Autrement dit encore, la connaissance scientifique. La théorie de la vérité, en tant qu'elle correspond au site théorique, semble donc avoir pour objet d'étude la genèse ou la formation des vérités scientifiques. Examinons rapidement si la distinction entre le site théorique, le site pratique, celui de l'éthique, et le site esthétique, celui du beau. Donc si cette distinction en 3 sites ou en 3 domaines mérite d'être maintenue. Ou encore, examinons pourquoi il est nécessaire de distinguer ces 3 domaines. Commençons par examiner la nécessité de la distinction entre le théorique et l'éthique. Lorsque l'on examine la constitution des théories ou des connaissances scientifiques, on s'aperçoit que l'un des concepts fondamentaux qui constitue ce discours, au moins dans la physique classique, se trouve être le concept de causalité. Le concept de causalité recouvre alors l'idée que une cause étant donnée, il est nécessaire que l'effet en découle. Autrement dit, les lois de la physique nous obligent à penser que lorsque un événement X arrive, l'événement Y en découlera nécessairement. Qu'en est-il dans l'éthique? Eh bien, au contraire, il apparaît dans l'éthique que rien ne doit nécessairement découler d'un événement conçu comme cause. Non pas que rien ne doive arriver, mais que ce qui arrive va procéder d'un choix. Ainsi,
je ne pourrais me dire libre de faire ceci ou cela que si le ceci ou le cela n'arrive pas nécessairement. Si le ceci arrive nécessairement, alors il exclut le cela, l'autre action possible, et je ne suis plus libre de choisir. Il y a donc, dès le départ, une opposition complète entre le site théorique régi en physique par le principe de causalité et le site éthique qui recouvre des actions qui, parce qu'elles doivent être libres et non pas régies par des enchaînements nécessaires, supposent une indétermination quant à leur avènement. Nous pouvons illustrer cela à partir du concept de responsabilité. En effet, si une pierre ou une tuile qui s'envole par jour de vent ne sont pas responsables de voir blesser quelqu'un sur qui elles auraient atterri, c'est bien parce qu'elles n'avaient pas le choix d'atterrir ou de ne pas atterrir là. Alors que quelqu'un qui décide de blesser quelqu'un d'autre est irresponsable parce qu'il avait le choix, c'est-à-dire la possibilité de blesser ou ne pas blesser la personne. Donc l'enchaînement nécessaire que décrit les lois de la physique, qui fait que justement l'objet n'a pas de choix, est une des conditions sine qua non de l'ouverture du site éthique en tant que site de la responsabilité. Réciproquement, il est absolument impensable de construire une physique si les objets avaient le choix d'obéir ou de ne pas obéir à ces lois. Dès lors, la physique ne pourrait plus décrire les enchaînements nécessaires qui régissent les mouvements des corps, par exemple.